Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir encore, nous allons nous retrouver autour de cette table pour tabler de la situation en République démocratique du Congo. Vous le savez, dernièrement, le 17 mai, l'on a célébré la journée des forces armées de la République démocratique du Congo, nouvelle appellation de cette date qui faisait allusion à la libération de la République démocratique du Congo selon donc le vocable de la FDL avec M. Laurent Désiré et Kabila, donc des troupes des FDL qui ont renversé le maréchal Mobutu après 32 ans de règne à la tête de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Aujourd'hui, on est là, nous allons essayer un peu de voir, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste de cette journée ou de cette action de M. Laurent Désiré et Kabila en République démocratique aujourd'hui. Quel est l'héritage que nous pouvons encore garder de cette libération de M. Laurent Désiré et Kabila et aujourd'hui est célébré sous forme d'hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo avec cette journée FARDC célébrée chaque 17 mai. Nous allons essayer un peu de comprendre tout cela. Nous allons également revenir sur la question de la vente ou du prix de la farine de maïs ici dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï. Vous savez, cette denrée de première nécessité a pris de l'ascenseur en termes de prix. Et dernièrement, il y a 2 jours, le président zambien a pris parole au cours d'un point de presse pour revenir sur toutes les tractations entre le gouvernement congolais et le gouvernement zambien quant à la vente de la Zambie de cette denrée, donc la farine de maïs à la République démocratique du Congo. Le président zambien s'est exprimé, il a parlé notamment du fonctionnement de la frontière de Kasumbalesa qui pose selon eux, selon le point de vue de la Zambie, un problème, notamment avec la fermeture de cette frontière, mais aussi la question de l'achat de manière officielle de la farine de maïs en Zambie. Nous allons revenir un peu là-dessus parce que cela aussi a fait couler beaucoup d'encre de salive dans le chef de la classe politique congolaise. Alors, pour parler de tout cela, je ne serai pas seul, comme d'habitude, sur ce plateau de politique à la carte. Je suis ici en train de recevoir à ma gauche Maître Caleb Banza. Il est cadre de APRICO, parti et politique, membre du FCC Front commun pour le Congo, cher au sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir, cher Narcisse. Merci encore une fois pour l'opportunité que vous m'offrez de venir sur votre plateau pour discuter des questions essentielles qui concernent notre nation, qui concernent mon pays, la République démocratique du Congo. Et je pense que nous aurons droit à un débat pédagogique et surtout patriotique, de sorte à ce que nous puissions converger, n'est-ce pas, pour l'intérêt général, l'intérêt de notre État, la République démocratique du Congo. Très bien. En face à vous allez donc retrouver M. Aaron Boukassa. Il est leader politique et cadre de l'UNC, Union pour la Nation congolaise, parti cher au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes Narcisse, bonsoir à mes chers compatriotes congolais, bonsoir à mon co-débatteur. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Et sans plus tarder, nous entamons avec notre tout premier sujet aujourd'hui, dernièrement. On a célébré cette date du 17 mai dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est depuis et donc l'accession du pouvoir de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême que cette date a pris cette connotation donc dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je commence avec vous, Maître Caleb Banza. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de M. Laurent Désiré et Kabila et du 17 mai? Oui, merci beaucoup pour cette question qui est pertinente. Qu'est-ce qui reste de Musée Laurent Désiré Kabila et qu'est-ce qui reste du 17 mai? Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre pays qui, à l'époque
le 17 mai 1997 s'appelait le Zaïre, mais désormais notre pays a retrouvé sa dénomination d'antan. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous suivez la dénomination du nom de notre pays, il y a le mot démocratique qui ressort pour dire que c'est ça l'héritage de Mouzé. La démocratie demeure. Et certaines réflexions voudraient nous faire croire que la reformulation, n'est-ce pas, de cette date commémorative, qu'on refuse de l'appeler journée pour la libération et qu'on veuille l'appeler journée qu'on veut la dédier aux forces armées de la République démocratique du Congo, moi je pense que ça revient au même, puisque lorsque Mouzé est venu, son armée s'appelait d'abord FAC. Ce n'était pas les FARDC. Mais la nouvelle dénomination ne fait que rappeler le fait que c'est grâce à Mouzé que nous n'avons plus les Zaïre, mais nous avons aujourd'hui la RDC, et c'est grâce à Mouzé que nous avons désormais une armée loyaliste, une armée qui a été capable, notamment sous le leadership de Joseph Kabila en 2013, de faire des exploits comme le fait de mettre en déroute le 1-23 en 2013. Ici, l'héritage que Mouzé nous lègue, bien qu'il a été assassiné avant même de le mettre en place, c'est un héritage qui s'appuie sur le fait de l'indépendance politique. L'indépendance économique, aussi l'autoprise en charge, d'où même la création du service national que Mouzé avait laissé. Et lui-même, le Mouzé avait la volonté de revoir la mentalité du Congolais, ce qui continue aujourd'hui à être une grande préoccupation. Cela a été aussi le regret de Joseph Kabila, puisque à cause de Sun City, l'AFDL ou les membres de l'AFDL ont été obligés de mettre de côté leur objectif majeur, de sorte à faire des concessions avec les différentes forces politiques au nom de la paix à cause de la guerre d'agression que la République démocratique du Congo était en train de subir. Cette guerre d'agression qui a même occasionné l'assassinat de notre héros national qui est Laurent Désiré Kabila. Je pense ici que nous n'oublierons jamais le fait que c'est grâce à l'AFDL, grâce à Mouzé et à son combat, que la dictature de Mobutu a pris fin et que désormais nous pouvons parler de la République démocratique du Congo, pas seulement à travers sa dénomination, mais aussi sur terrain, puisque chaque 5 ans, il y a des élections qui sont organisées de manière plus ou moins démocratique pour que le peuple soit le maître de son destin. Très bien, c'est bien compris. Aron Boukassa, vous venez de suivre. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a comme héritage du 17 mai et de cette arrivée des forces de l'AFDL? La date du 17 mai 1997, c'est une date cauchemardesque pour le peuple congolais parce que c'est à cette date qu'on a favorisé l'entrée des loups dans la bergerie. C'est à cette date où la République démocratique du Congo a été prise en otage par des étrangers, facilitée bien sûr par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous savez, comme nous parlons de lui, Mouzé Laurent Désiré Kabila, il est arrivé au pouvoir porté par des armées étrangères, notamment le Rwandais et les Ougandais. Il y avait des troupes rwandaises et ougandaises qui ont facilité la tâche à M. Laurent Désiré Kabila d'arriver au pouvoir. Et lorsqu'on entend parler de la démocratie, de lui-même d'abord n'était pas entré au pouvoir d'une manière démocratique parce que c'était par les armes. Et M. Laurent Désiré Kabila, rebelle à l'époque, n'avait pas une armée efficace, une armée capable d'intimider les forces zaïroises à l'époque. Bien sûr, Mobutu connaissant ce qu'il a connu, avec sa maladie bien sûr, il est allé se faire soigner, il était déjà à la fin de son règne au Zaïre, et M. Laurent Désiré Kabila qui était rebelle, on l'a suivi bien sûr par des Rwandais, par des Ougandais, afin de mettre sur place un accord pour lui faciliter de conquérir le pouvoir. Vous êtes sans ignorer que M. Laurent Désiré Kabila avait fait
tout son mieux possible. À plusieurs reprises, il a tenté de prendre le pouvoir au Zaïre à l'époque. Ça ne lui était pas du tout facile parce qu'il y avait une forte résistance de l'armée du maréchal Mobutu. On se souvient de Moba 1, Moba 2. Exactement. Donc, lorsqu'il a signé des accords avec des nations ennemies telles que le Rwanda et l'Ouganda, Mzee Laurent Désiré Kabila a été porté au pouvoir comme un otage. C'est-à-dire quelqu'un qui était là pour garantir les intérêts des nations étrangères et des troupes étrangères, notamment le Rwandais et les Ougandais. Donc, arrivé au pouvoir, Mzee Laurent Désiré Kabila, bien sûr, ici on nous parle qu'il avait instauré la démocratie. Une fois au pouvoir, ce que nous avons compris de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il a commencé d'abord par faire taire toute l'opposition. Il a relégué Étienne Tshisekedi Mulumba dans son village natal. Il a fait... donc il s'est comporté comme un roi dans son royaume. Donc pour lui, il avait tout centralisé, il avait tout suspendu pourvu qu'il puisse régner seul, à l'époque bien sûr. Okay. C'est ça l'histoire, et la vraie histoire que nous devons apprendre même aux générations à venir. Il s'agit bien sûr de l'histoire de notre cher pays, de la République démocratique du Congo. En fait, Mzee Laurent Désiré Kabila était très mal porté au pouvoir par des troupes étrangères. À un moment, il s'est rendu compte que ces gens qui l'ont porté au pouvoir voulaient prendre beaucoup plus de l'ascendant sur lui, et il voulait beaucoup plus régner. En bas combattant de la liberté, Mzee Laurent Désiré Kabila, il s'est dit vite que je dois me débarrasser de ces gens. Lorsqu'il a voulu s'en débarrasser, mais ça lui a coûté même sa propre vie. Parce que vous êtes sans ignorer que Mzee Laurent Désiré Kabila, bien que mal porté au pouvoir, c'était un nationaliste, c'était un patriote. Lorsqu'il s'est remis dans cette peau-là des patriotes, il a vu que les intérêts du Congo à l'époque étaient vraiment en danger, et il a voulu se débarrasser de ces gens, et c'est ce qui lui a coûté la vie. Et dans ces pays, nous avons connu dans ces pays une infiltration totale à tout étage de la République. Les Rwandais se sont installés partout au gouvernement, même dans l'armée. C'est dans ces pays que nous avons connu un général d'armée, James Kabarebe, un Rwandais, dans ces pays qui dirigeait nos forces armées. Nous avons eu des gens comme des Rouberwa, comme des gens, des Bizimakara. Tout ce monde-là était dans le gouvernement comme étant des ministres. Donc vous comprenez que cette date, c'était une date d'infiltration rwandaise en République démocratique du Congo. Heureusement que le peuple congolais, au travers de son gouvernement, a reconnu qu'il ne fallait pas vraiment que cette date soit maintenue comme étant une journée de libération, parce que si on continue à souffrir jusqu'aujourd'hui avec les problèmes des Rwandais d'M23, c'est à cause de cette date-là. Et c'est pourquoi en mai 2019, le gouvernement a pris cette ferme résolution de changer carrément cette date, au lieu de l'appeler date de la révolution, soit de l'entrée d'Afdel, que l'on puisse dédier cette date en nos vaillants FARDC qui se battent jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale. Très bien. Maître Caleb, vous venez de ce qui a été développé. Quelque part, le malheur de la RDC ne serait pas venu de cette entrée de la FDL accompagnée par les Rwandais qui nous agacent aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, Monsieur Aron, qui a commencé par attaquer Mzee. Heureusement qu'il s'est tout de suite rattrapé pour être seul le premier à le dédouaner, parce qu'à la fin, il reconnaît que Mzee a perdu sa vie au nom du nationalisme. Et c'est ça qui caractérise le Mzee, et nous sommes fiers de l'avoir comme héros. Comme pour dire, lui qui cite le Rwanda et l'Ouganda, j'aimerais lui dire, cher ami, vous qui êtes de l'Union sacrée, n'est-ce pas vous qui avez été les premiers à applaudir pour Kagame au stade des martyrs dans ce pays? Qui l'a déjà fait? Aujourd'hui, pendant que je vous parle, la République démocratique du Congo est en train d'entretenir des relations étroites avec l'Ouganda, que M. Aron est en train de citer. Est-ce que c'est Mzee qui a permis à la République démocratique du Congo d'adhérer à l'EAC? L'EAC qui aujourd'hui, de triste réputation, où malheureusement Félix Tshisekedi est en train de reconnaître que c'était une erreur d'adhérer à l'EAC. Ce n'est pas Mzee qui nous a laissés dans ces sales draps.
Je suis encore heureux de savoir que lorsque le musée était vivant, lui-même publiquement a dénoncé ces Rwandais. Sur le plan stratégique, il s'est appuyé sur ces forces étrangères pour l'accompagner dans sa rébellion. C'était une stratégie politique, une stratégie de politique militaire pour bien sûr mettre en déroute la dictature de Mobutu qui était en train de s'imposer. C'est vrai que lorsqu'on parle de la relégation vous allez revenir, c'est juste une petite relance. Est-ce que l'on ne s'est pas plus focalisé sur l'aspect interne en voulant faire tomber le maréchal Mobutu, dictateur de son État, et on a oublié les aspects, d'autres aspects qui pourraient être engendrés par cette collaboration avec l'étranger? Je dis encore une fois ici, c'est M. Aron qui a commencé lui-même à dédouaner le musée pour dire que c'est son âme nationaliste qui l'a trahi. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, les FARDC ont une devise qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Et cette devise vient de qui? Elle vient du soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est qu'il ne faudrait pas, parce qu'on appartient à l'union sacrée, ou on est amoureux, n'est-ce pas, de l'UDPS, ou on est nostalgique de Tshisekedi ou Wamulumba, qu'il faut venir ici cracher sur le musée. Est-ce que lorsque le musée relègue Tshisekedi ou Wamulumba dans son village natal, ça veut dire qu'il se comporte comme un roi? Non. Il a peut-être considéré que Tshisekedi Wamulumba était un mobutiste autant que les autres. Puisque dans ce pays, Tshisekedi Wamulumba, sous le règne de Mobutu, a assumé des très hautes fonctions et pendant plusieurs années. La réalité est que Mouzé, lorsqu'il vient au pouvoir, c'est pour mettre fin, n'est-ce pas, à ce règne dictatorial de Mobutu. Puisque Mobutu était le plus fort, il était le roi du Zaïre, il était en train de manipuler même le semblant d'élection qu'on a constaté au Zaïre à l'époque, il fallait, je pense, que ce soit une épreuve de force. Il s'est appuyé sur certains pays qu'il pensait être des peuples frères, mais Mouzé a été le premier à dénoncer les Ougandais et les Rwandais qu'il traitait d'envahisseurs, et il se moquait même d'eux. Qui n'a pas suivi cela ici dans ce pays? Très bien. Alors, ce que nous regrettons quand même, oui, c'est de constater que le musée... Je suis en train de chuter. Okay. Ce que nous regrettons, c'est de constater que Mouzé Laurent Désiré Kabila, à l'époque, pouvait déjà dénoncer la mauvaise foi ou la hantise ou la gourmandise du Rwanda et de l'Ouganda, mais que de constater qu'aujourd'hui, juste par orgueil, le pouvoir en place ou l'union sacrée se permet de pactiser avec l'Ouganda, de pactiser avec le Rwanda, qui dès l'époque ont été considérés comme des ennemis. Aujourd'hui, le pouvoir en place donne raison à Mouzé, puisqu'ils sont les premiers à avoir fait de Paul Kagame leur partenaire fiable et nécessaire. Ils sont les premiers à avoir applaudi pour Paul Kagame au stade des martyrs, mais ils reviennent encore pour regretter leur pacte qu'ils ont signé avec le diable. On va revenir à vous, le temps de faire réagir M. Aro Bokassa. Vous avez la latitude de revenir là-dessus. Je vous pose juste une question. Est-ce que on peut parler, vous avez dit que l'infiltration a été vraiment grande avec l'arrivée de Mouzé. Est-ce qu'on peut dire que l'infiltration rwandaise a commencé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila? Est-ce que déjà à l'époque de Mobutu, le Zaïre de l'époque n'a pas été infiltré par le Rwandais? Vous allez comprendre l'ambiguïté de mon co-débatteur et tout le flou dans ces débats par rapport à ce sujet. Mon silence est l'expression d'un débat pédagogique que nous voulons vraiment entretenir sur ce plateau. Lorsque, vous savez, entre Mouzé Laurent Désiré Kabila et ces nations-là, c'était justement une question d'intérêt. C'était un jeu d'intérêt. Il n'y avait rien de la République là-dessus. Ces gens lui ont clairement dit que voilà, nous allons te soutenir et toi en retour, tu dois nous faire ceci, nous donner cela. Est-ce que, lorsqu'il nous parle d'applaudir le président rwandais au stade et tout, mais qui avait signé les accords avec le Rwandais à l'époque? Est-ce qu'il peut nous parler de l'accord de l'Émirat, s'il a quand même une idée de cet accord? Qui avait signé ces accords avec le M23? Qui avait signé ces accords? Aujourd'hui, nous parlons de l'union sacrée qui vient à peine de naître. Vous parlez de l'accord de l'Émirat et vous citez le M23, ça n'a pas de sens. L'union sacrée vient de naître.
il est en train de nous brandir l'Union sacrée comme si elle avait existé depuis 1997. Là, nous parlons de la date du 17 mai 1997 et de l'entrée de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est dans le sens de dire donc, vous êtes revenu dans des erreurs. C'est à cette date-là que les loups sont entrés dans la bergerie. Et ils ont, ces Rwandais, ces Ougandais, ils ont infiltré toutes les institutions de la République. Musée, c'était un jeu d'intérêt parce qu'à plusieurs fois, il avait tenté de récupérer, de prendre le pouvoir par les armes à l'époque de Mobutu. Il ne l'a pas su. Mais il fallait qu'il signe des accords. Aujourd'hui, même si Félix Antoine Tshisekedi est là, président de la République, il a hérité de certains accords signés contre les intérêts de la République que Musée avait signés, bien sûr. Même Joseph Kabila était à un moment de difficulté parce qu'il a trouvé certains accords qui existaient. Aujourd'hui, si nous parlons de la guerre à l'est de la République, si nous parlons des M23, mais l'AFDL dont on nous parle aujourd'hui, c'était une milice rwandaise Tutsi, l'AFDL en soi. Donc il ne faut pas nous dire ici que c'est Musée qui a chassé Mobutu du pouvoir. Ce sont les Rwandais, messieurs. Ce ne sont pas les Kadogo en bottes en caoutchouc qui pouvaient chasser une armée comme celle de Mobutu. L'AFDL, c'était une milice rwandaise, comme les CNDP de Kundaba Touareg, comme les RCD de Azarias Rouberois, un Tutsi. Donc c'est à cette époque que nous avons vu que le vrai a disparu et le faux est apparu et on a changé les choses. Même l'histoire a été même transvertie. On a donc le mal, on a modifié même l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, est-ce que vous répondez, vous allez continuer, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que déjà à l'époque de Mobutu, la RDC était infiltrée par le Rwandais? On a connu avec Mobutu un directeur de cabinet pratiquement rwandais, Bisengimana, c'est connu de tout le monde. Est-ce que le mal n'est pas parti de très loin? Pas du tout, monsieur le journaliste. Vous allez bien comprendre que même les schémas, les formats se diffèrent. Autant de Musée Laurent, autant du maréchal Mobutu, on n'avait pas connu tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'avait pas connu l'agression de notre pays par le Rwanda. Pas du tout. Aujourd'hui, on nous dit non, c'est parce que nous avons applaudi Paul Kagame au stade que Paul Kagame est venu envahir et agresser la République du Congo. Je n'ai jamais dit ça. Écoutez, lorsque les M23 viennent, les M23, est-ce que vous connaissez au moins l'accord du 23 mars? Qu'est-ce que ces gens revendiquent, les Rwandais là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer? L'accord de l'Emera, vous savez ce qu'ils sont en train de revendiquer. Et qui avait signé ces accords-là? Ce n'est pas l'Union sacrée, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi venant au pouvoir, un très bon diplomate, il a voulu chercher à guérir le mot du peuple congolais jusqu'à sa racine. C'est là qu'agissant par sa diplomatie, il est allé contacter les différents voisins. Il a voulu d'abord les avoir tous autour d'une table, écouter leurs revendications et en discuter. Mais lorsqu'il en a parlé, ils ont discuté, il a trouvé que leurs revendications, c'était contre les intérêts de la République. Il a dit niet, mais ces gens se sont réfugiés, ils se sont rétractés pour aller lui faire la guerre. C'est la guerre que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever et essayer de dire des bêtises au peuple congolais, parce que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais maîtrise très bien l'histoire de son pays. Nous connaissons bien. Parce qu'avant, il y a quelque chose que je dois vite élaguer. Ce n'est pas dédouaner Musée, parce que je suis réaliste. D'un côté, je reconnais ce sentiment-là patriotique qui s'est levé tardivement. Merci parce de le dédouaner. Que les intérêts de Musée étaient menacés. Merci de le dédouaner. Là, c'était un sujet d'intérêt. Merci de le dédouaner. C'était un jeu d'intérêt entre Musée Laurent Désiré Kabila et ceux qui l'ont porté au pouvoir. Quand Musée a senti que ses propres intérêts étaient menacés et que ces gens voulaient les dribbler, il a voulu s'en débarrasser. Très bien. Raison pour laquelle il a appliqué, il a dit des mots tels que le Congo aux Congolais, la guerre sera longue et populaire et tout ça. Parce que, étant mal porté au pouvoir par les ennemis de la République, à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus la même mise sur les institutions du pays, ça lui échappait. Et voilà, il a voulu, il s'est dit lui-même que non, je dois m'en débarrasser. Il a été à sa
S'il vous plaît, on revient à vous, Maître Caleb. Oui, notre ami dit que l'AFDL n'était composé que des Rwandais. Mais moi, lorsque vous me parlez de l'AFDL, je vois Mouzé Laurent Désiré Kabila qui en était responsable. Vous êtes sous Est-ce que lorsque nous voyons l'AFDL et que nous voyons Mouzé qui à l'époque en était porte-parole, qui en était donc un des responsables, est-ce que Mouzé est un Rwandais? Non, Mouzé est un Congolais et il s'est servi de cette AFDL pour apporter la libération tant attendue par le peuple congolais. Pour preuve, à Kinshasa, très loin, plusieurs milliers de kilomètres loin de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est la population congolaise. Ce sont les Kinois qui ont accueilli en triomphe ces militaires rwandais. Pour dire que le peuple, ces militaires plutôt de l'AFDL, comme pour dire, c'est un lapsus ayant un débat élégant, comme pour dire ici que ce mouvement était le bienvenu. Pourquoi? Puisque le peuple était fatigué de cette réalité. Notre ami évoque plusieurs accords. Moi, je pense que c'est quand même ridicule, puisque c'est quand même un argumentaire qui est plusieurs fois développé par nos amis de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, comme pour dire qu'ils disent ici qu'il y avait des accords du 23 mars, il y a l'accord de l'Emera, et ce sont ces accords qui motivent les différents groupes armés d'agresser la République démocratique du Congo. Mais c'est une manière ici d'accuser la faiblesse du leadership actuel. Ça veut dire que le leadership actuel est incapable de sécuriser notre territoire, puisqu'il y a eu des accords privés qui ont été signés, par exemple entre Mouzé et le Rwanda. À l'époque, lorsque Mouzé signe, selon vous, l'accord ou le prétendu accord de l'Emera, quelle qualité a-t-il pour engager la République démocratique du Congo telle que constituée? Sur le plan de droit, cet accord n'a pas de sens. Et c'est là le génie de Mouzé. Il se sert peut-être d'un accord sans incidence juridique, puisqu'à l'époque, il n'est pas président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le chef de l'État pour engager notre territoire. Il se sert, cher ami, suivez, je suis juriste. Vous avez parlé, vous n'avez pas ces accords. Arrêtez de venir nous dire des trucs qui ne tiennent pas debout. Vous évoquez l'accord de l'Emera, vous évoquez l'accord du 23 mars, qui sont des accords qui n'ont aucune incidence juridique, qui ne peuvent pas venir s'opposer à la nation congolaise. Et lorsque vous devenez président de la République, ici, dans ce pays, puisque vous êtes, suivez-moi, puisque calmez-vous s'il vous plaît, puisque vous êtes de l'Union Sacrée, puisque vous êtes de l'Union Sacrée, je dis ici que ces accords n'ont pas une nature juridique qui doit s'opposer à la nation congolaise. La République démocratique du Congo. Des incidences sur le reste. Non, moi je pense que lorsqu'on parle du 1-23, pour moi, c'était une histoire qui se conjuguait au passé lorsque la passation de pouvoir a eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Les 1-23 ont été mis en déroute en 2013. Et Félix Tshisekedi, président de la République, a lui-même reconnu que les 1-23 ont été battus en 2013. Plusieurs fois en public, il l'a reconnu. C'est faux. Félix Tshisekedi, plusieurs fois en public, il l'a reconnu. Mais monsieur Aron, je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Mais il ne faut pas dire je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Je dis bien ceci. Félix Tshisekedi a plusieurs fois reconnu que les 1-23 ont été battus en 2013. Mais malheureusement, c'est sous son leadership que ce même groupe revient plusieurs années après, en 2021. Alors que c'est lui qui a pratiquement développé des relations étroites pour permettre même au Rwanda, qui est un pays agresseur selon les rapports de l'ONU, de raffiner notre or. C'est lui qui a permis à l'Ouganda d'envoyer ses forces, alors que l'Ouganda est un pays plutôt agresseur selon les rapports de l'ONU. Comme pour dire ici que je pense que c'est de l'amalgame pour notre ami Bokassa de venir ici, n'est-ce pas, cracher sur la mémoire du soldat du peuple qui est même mort au nom de l'intérêt de la nation, puisqu'il a peut-être usé de son génie à obtenir le soutien des armées, de l'armée, permettez-moi de chuter, il a usé du soutien de l'armée ougandaise et rwandaise, mais il a refusé de vendre ce pays aux Ougandais et aux Rwandais. Mais malheureusement, en juin 2021,
2021. En juin 2021, lorsque Félix Tshisekedi est président, notre or a été donné au Rwanda pour être raffiné. Très bien, et c'est ça la réalité. C'est bien compris. Aaron Boukassa, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes de l'Union sacrée, le gouvernement de l'Union sacrée, le régime Tshisekedi n'a pas commis les mêmes erreurs que vous fustigez à l'époque avec Mouzé qui a pris des armées étrangères pour les propulser au pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, en déclarant tout haut que Kagame serait son frère, question de mettre des bonnes relations entre le Rwanda et la RDC, n'a pas commis les mêmes erreurs qu'à l'époque de Mouzé, tel que vous le soutenez? Merci, monsieur le journaliste. Vous pouvez comprendre avec moi que mon co-débatteur est tellement sous-informé par rapport à ce sujet, par rapport à cette date même du 17 mai. Donc, tantôt il touche ici, tantôt il touche là. Mais vous n'avez rien dit. Il ne maîtrise même pas les accords dont on parle, parce qu'aujourd'hui, si le M23 nous fait la guerre, c'est sur base de ces accords-là. Donc, ça, il ignore. Les M23 avaient déjà été battus. Et il nous dit que les M23 avaient déjà été battus. Ça, c'est faux et c'est une réalité. C'est vous qui êtes sous-informé. Les M23 ne pouvaient pas réapparaître. C'est vous qui êtes sous-informé. Non. Oui, qu'on se mette d'accord. C'est vous qui êtes sous-informé. Pédagogique, c'est quand même l'élégance politique. Mais les M23 ont été battus. Écoutez, pourquoi le président de la République l'a reconnu. Mais apaisez-vous et vos apaisements. Vous n'avez pas la. Je vais vous donner de la matière. J'ai dit, vous n'avez pas de matière. Je vais vous donner de la matière. Vous n'avez aucune matière à me donner, cher ami. Vous n'avez aucune matière à me donner. Monsieur le journaliste, vous n'avez aucune matière. Tant national et international. Vous ne connaissez même pas les incidences juridiques des accords et vous voulez me parler de matière à donner. Et vos apaisements. Pourquoi vous êtes agité? Vous n'avez aucune matière à me donner. Aucune. Vous n'avez rien à m'apprendre. Écoutez la leçon. Allez-y, développez. Écoutez la leçon. Développez. On ne donne pas de leçons ici. On ne crache pas sur. Non, parce que là, il s'agit de l'histoire de notre pays. Non, vous êtes historien. Quelle qualité avez-vous de donner l'histoire? On ne peut pas cracher sur la mémoire du musée Laurent Désiré Kabila. Très bien. On ne crache pas sur sa mémoire, mais ce que nous voulons, c'est de donner la vraie version de l'histoire du pays. Parce qu'à un certain moment, le peuple avait marre, le peuple était fatigué. Il s'est dit, mais finalement, cet homme, qu'est-ce qui nous a amené? Musée Kabila nous a amené la guerre. Lui-même l'avait dit que la guerre sera longue et populaire. Donc, au temps de Mobutu, parlons-en, on n'avait pas connu ce que nous avons connu avec M. Laurent Désiré Kabila et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on vous parle de ça, c'est parce qu'il y avait certains accords qui avaient déjà été signés et le pays était déjà vendu aux Rwandais. Et lorsque, aujourd'hui, il nous parle, non, les Ougandais sont venus. Écoute, laissez-moi un peu aussi le temps de développer, monsieur le journaliste. Lorsque les Ougandais sont venus aujourd'hui, et même les Rwandais, c'est dans un autre format d'une force régionale qu'on appelle l'EAC. Ils ne sont pas venus en tant que pays à part entier, mais dans un format d'une force. Donc dans ce format-là, dans l'EAC, s'il n'y avait pas de Rwandais et des Ougandais, nous pouvons être beaucoup plus à l'aise et plus contents. Mais il fallait que par la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi, il fallait trouver notre agresseur dans son format. Et ce format-là, c'était l'EAC. Où il y a eu des négociations, il y a eu des dialogues. Toutes ces négociations, ces dialogues, c'était sur base de revendications basées sur des accords que M. Laurent Désiré Kabila avait signés. Et le M23 n'a jamais été battu en 2013, ça c'est faux et archi faux. Et le M23, pas du tout. Le M23 avait été juste temporisé. C'est quoi ce zèle amer? Et le M23 avait été juste temporisé parce que lorsque l'ancien président Joseph Kabila était au pouvoir, ils ont encore re-signé certains accords avec Joseph Kabila pour cesser la guerre. Alors, ce sont pas de ces accords-là qui se sont rétractés et ils étaient toujours dans ces pays. Le M23 n'a jamais quitté la République démocratique du Congo. Le M23 n'a jamais quitté ça, il faut le savoir. Et vous êtes sans ignorer que le jour même de l'entrée de la prestation de serment de l'actuel président de la République, justement quand il a pris le pouvoir, les représentants des M23, ils ont été même logés à Gombe parce que Félix Tshisekedi voulait les entendre. Parce que ces gens-là, après le régime Kabila, ces gens voulaient revenir encore
et nous faire la guerre. Ça, c'est un aveu. Ça a dit parce que ces gens n'avaient jamais quitté. C'est un aveu. Vous reconnaissez qu'ils ont été logés à Gombe. C'est un aveu. Félix Tshisekedi. Donc Tshisekedi a logé les responsables de M23. Diplomate, connaissant les accords qu'il a hérité. Félix, c'est grave. Donc Tshisekedi a logé les responsables de M23. Il a hérité d'une situation catastrophique. Pourquoi il ne les a pas arrêtés? Il a hérité des accords qui étaient signés contre l'intérêt de la nation. Ce n'est pas possible. Félix Tshisekedi a hérité de ça. Il a hérité des accords mal signés par Joseph Kabila. Il a hérité des accords mal signés par M. Laurent Désiré Kabila. Et voilà ces accords-là qui se sont répercutés contre nous et qui tuent nos militaires, qui tuent les Congolais, qui violent même nos femmes à l'est de la République. Là, nous sommes en train de parler nation. Et il voulait écouter les revendications. Vous avez reconnu que vous avez logé. Vous avez logé ces écouter les revendications. Il leur a dit vous les avez logés. Ils ont nourri les responsables de M23. Monsieur, vous les avez logés, ne sois pas agité. Vous avez logé les responsables de M23. Qu'il est en train de bouffer. Allez, c'est grave ça. Vous êtes en train de provoquer. Mais c'est très grave, ça change. Il me prend tout mon temps. S'il vous plaît, Maître Calais. Ils ont logé les M23. Sinon, même la force de l'EAC est logée ici. Sinon, je ne vous suis Oui, même la force régionale est logée ici. Sinon, on ne vous suit pas. Ils sont logés. Terminez rapidement votre argumentaire. Allez, vous savez, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il voulait écouter les revendications de ces gens. Il les a approchés. Il leur a parlé. Il y a eu des négociations supervisées par les Nations Unies, par la MONUSCO, ainsi de suite. Mais lorsqu'il a suivi réellement ces revendications de ces gens-là, sur base des accords qui ont été signés par ses prédécesseurs, Félix a dit non, mais pas question. Ça, c'est vendre la République démocratique du Congo. Je ne peux pas accepter ça. Est-ce qu'on peut renégocier? On peut revisiter ces accords-là? Ces gens ont dit niet. Ils sont allés à l'Est pour faire la guerre. Et c'est la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, qui est vraiment chapeautée par le Rwanda. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, il nous parle, nous dit que non, l'AFDL, ce n'était pas une milice rwandaise parce que Moussa n'était pas rwandais. Donc, vous êtes sans ignorer que c'est quelqu'un qui ne maîtrise même pas comment c'est fait la guerre. Aujourd'hui, nous, Congolais, entre nous, on ne s'aime pas du tout. On peut prendre un Congolais comme une étiquette, on les place devant, comme a été le cas de Jean-Pierre Bemba avant avec le MLC, qui était une rébellion ougandaise. Vous comprenez? On prend un Congolais parce qu'il est en train de chercher quelque chose, on le supporte, on lui donne tout ce qu'il a besoin pour qu'il soit là, afin que ces gens-là puissent trouver leurs intérêts. Ces gens-là, on les appelle des otages. C'est-à-dire des gens qui sont là pour garantir les intérêts des nations ennemies. Et c'est ça qu'a été M. Laurent Désiré Kabila. Mais vu que ces intérêts n'étaient pas satisfaits, il s'est vu dribbler, il a voulu s'en débarrasser et ça lui a coûté la vie. Maître Calais, aujourd'hui, parce qu'on parle héritage de M. Laurent Désiré Kabila, de cette date du 17 mai, selon vous, quelles sont les erreurs commises par Mouzé que l'on devrait peut-être éviter dans l'avenir? Parce que nul n'est sain sous cette terre. Quelles sont les erreurs peut-être commises par M. Laurent Désiré Kabila que les générations futures devraient éviter pour la bonne marche de la République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup. C'est vrai que vous parlez des générations futures. Je ne pense pas que les générations futures auront l'avantage d'avoir un deuxième musée. S'il y a une erreur que nous aurions pu éviter lors de Mouzé, il y en a une seule. L'erreur de Mouzé aura été celui de décéder ou celui de se laisser se faire assassiner. Parce que si Mouzé n'avait pas été assassiné, je crois qu'il aurait poursuivi la révolution de la mentalité qu'il avait déjà entamée. Il aurait poursuivi le système d'autoprise en charge qu'il avait déjà débuté avec notamment la création du service national. Je crois qu'il aurait poursuivi le développement ainsi que l'imposition de la dignité, puisque à travers Mouzé, nous avons appris à être une nation digne. À travers Mouzé, nous avons appris à être fiers d'être le Congo, et surtout, c'est grâce à Mouzé qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la démocratie. Je suis très fier de l'AFDL. Pourquoi? Parce que dans la dénomination de l'AFDL, il y avait la démocratie, et Mouzé a laissé un rejeton. Fouetter les gens ici au nombril. Mouzé a laissé un
un rejeton. Mouzé a laissé un rejeton, et ce rejeton est Joseph Kabila, qui a été le digne fils de son père pour nous permettre, après Sun City, de bénéficier, n'est-ce pas, de ce cycle démocratique auquel nous avons eu droit plusieurs fois de 2006, 2011, 2018 et bientôt 2023. Cela à travers l'héritage. Il a été contraint. C'est là, les gens sont morts pour ça, pour qu'il laisse le pouvoir. L'héritage qui est... est décédé, Thérèse Kapangale, tout ce monde sont morts pour qu'il laisse le pouvoir. Cela se solde à travers la constitution de notre pays, qui est l'un des plus grands héritages de Mouzé, par ricochet, de Joseph Kabila. Puisque c'est cette constitution qui institue un état de droit qui du reste demeure un idéal, et c'est à travers cette constitution que le peuple désormais est le maître de son destin, et c'est grâce à cette constitution que d'ailleurs en 2023 des élections devront être organisées cette année pour mettre fin à la mésaventure de nos amis de l'Union sacrée qui ont été incapables de gérer, n'est-ce pas, ce pays que Joseph Kabila leur a laissé sans le 1-23. Quand vous liez M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, on sait que biologiquement c'est son fils, mais est-ce qu'il y a une question qui taraude généralement l'opinion, est-ce que c'est celle de savoir, est-ce que de son vivant, M. Laurent Désiré Kabila aurait validé la gestion de Joseph Kabila à la tête de la RDC? Il aurait été content de la gestion de Joseph Kabila? Oui, de son vivant, est-ce que Mouzé aurait été content de la gestion de Joseph Kabila? Moi, je vais peut-être me reposer la question différemment. De son vivant, est-ce que Joseph Kabila aurait accepté le défi qui est celui de réunifier... Non, je réponds, c'est une rhétorique. C'est une rhétorique. Je pense que la langue française est large. Il y a ce qu'on appelle les figures de style. Et dans la figure de style que je décide de choisir, je me pose la question de savoir est-ce que du vivant de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila aurait accepté, n'est-ce pas, le défi de réunifier le pays, le défi d'organiser les élections, le défi de donner, n'est-ce pas, au peuple le pouvoir pour qu'à travers celui-ci, qu'il soit le maître de son destin. Je pense que cela aurait été possible, pour autant que peut-être que Mouzé, en tant que démocrate devenu vieux, aurait peut-être décidé de choisir un poulain, et mieux que Joseph Kabila, il n'y en aurait pas eu. Je reviens quand même pour chuter, puisqu'il faut réagir aux propos de mon ami. Il a voulu se présenter en historien pour donner l'histoire, mais j'aimerais savoir quelle étude en histoire a-t-il eu pour venir nous raconter les salades qu'il nous raconte. Jusqu'à ce stade, salade, ce n'est pas un grand mot. Salade, ce n'est pas un grand mot. Il veut que je connaisse mon pays lorsqu'il est incapable de savoir que le président actuel a reconnu que les M23 étaient battus. Il reconnaît que Tshisekedi a logé les responsables du M23. Donc il reconnaît que c'est Tshisekedi qui a traité avec eux. Est-ce que ça, c'est Nous avons tous vu. Ça, vraiment, c'est l'histoire. Nous avons tous vu la proximité. C'est ce que vous appelez histoire. Nous avons tous vu la proximité. Vous ne connaissez même pas la définition du mot histoire. S'il vous plaît. Et vous venez l'utiliser ici. Nous avons tous vu la proximité qu'il y a eu entre le régime de Tshisekedi et le régime de Kagame. Nous sommes tous conscients des conséquences que cette proximité cause aujourd'hui à la République démocratique du Congo, notamment la renaissance du 1-23. Comme pour dire que c'est quand même ridicule de prétendre que sous Joseph Kabila, il a été incapable de refuser d'appliquer ses accords. Sous Mouzé, il a été incapable, au nom de l'esprit nationaliste, ils ont refusé d'appliquer ces accords, et c'est Félix Tshisekedi qui, eux, veulent présenter comme une victime des accords des autres. Je pense que ça n'a pas de sens. Lorsqu'on est président d'un pays, il faut savoir dire non, et de la plus belle des manières, et vous avez... Il a dit non, c'est pourquoi il y a la guerre à l'Est. Non. Il a dit non, c'est les pourquoi... 1-23 ont été battus. Les 1-23 ont été battus, et c'est grâce au pays de la SADC. En 2013, Kabila avait dit oui, nous avons rentré. C'est bien comme ça. Nous sommes quand même heureux, monsieur Narcisse, nous sommes quand même heureux de constater qu'in fine, nous sommes quand même heureux de constater qu'enfin,
nos amis de l'UDPS ou de l'Union Sacrée rejoignent la position, j'ai dit ou de l'Union Sacrée, j'ai utilisé ou de l'Union Sacrée, rejoignent la position de Joseph Kabila et de Mouzé qui se sont attachés à l'époque au pays de la SADC. C'est une bonne chose que de revenir à la raison et d'abandonner cette EAC que vous avez voulu créer. Bien compris, un monstre malheureusement qui est en train de nous apporter le malheur. Le Rwanda ne fait pas partie de la SADC. Je vous pose pratiquement la même question, mais différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les valeurs que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a léguées à la République, qu'on peut profiter et pérenniser pour les générations futures? Vu que ses intérêts étaient en danger, Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est rattrapé. Il s'est rattrapé parce qu'il a vu que ces gens lui jouaient un mauvais jeu. Ces gens, bien sûr, qui lui ont porté au pouvoir, l'échelle qui l'a amené là au sommet, lui a joué un mauvais jeu. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, voulant avoir la sympathie de la population, du peuple congolais, il s'est remis dans cette veste-là de patriote. Parce que vous êtes sans ignorer que c'est un politicien. C'est vraiment un politicien. Alors, pour faire passer son message au peuple congolais et pour dire au peuple congolais que voilà, que nous sommes agressés par tel et tel, voilà les mots que je dois employer, voilà ce qui doit passer dans la population. C'est un politicien, nous avons affaire à un politicien, raison pour laquelle nous avons eu des mots que nous aimons et que nous souhaitons d'ailleurs dans ces pays comme ne jamais trahir le Congo. Mais par contre, que lui-même avait commencé par trahir le Congo en se faisant porter au pouvoir par des ennemis du Congo. Vous comprenez? En se faisant porter au pouvoir par des ennemis du Congo. Donc ici, lorsqu'il s'agit de la démocratie dont on nous parle sur ces plateaux, on ne peut pas naître blanc et devenir noir. Lorsqu'on est blanc, on est toujours blanc, on reste blanc jusqu'à la mort. C'est-à-dire la jeunesse même de l'histoire, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas arrivé au pouvoir par une voie démocratique. C'était par les armes. C'est-à-dire, ce n'était pas d'abord un démocrate. Il faut que ça reste dans votre tête. Ce n'était pas un démocrate. Joseph Kabila, même était arrivé par circonstance. Ce n'était pas la seule voie reconnue par notre constitution, c'est la voie électorale. Donc, tous les deux ne sont pas arrivés au pouvoir par cette voie-là. Donc, ce sont les enfants qui sont nés par ces alliés. Donc, le problème, c'est quoi dans ces pays? Lorsque nous pouvons comprendre certaines choses et avoir vraiment de la matière, donc laissez-moi aussi un peu beaucoup de temps parce qu'il en a pris autant, monsieur le journaliste. L'histoire de notre pays, c'est une histoire sacrée et elle doit rester intacte. Et vous ne la connaissez pas. Il faudrait la corriger, nous devons vous ne la connaissez pas. Ne parlez pas d'une histoire que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il nous dit que non, il faudrait qu'on puisse abandonner ne parlez pas d'une histoire que vous ne connaissez pas. Parce que visiblement, lorsque vous suivez, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, ne parlez pas d'elle. Je dis, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, ne parlez pas de cette histoire. Mais vous ne connaissez pas cette histoire. Écoutez, ne parlez pas de cette histoire. Lorsqu'on arrive, on va passer à notre vous parlez de l'histoire du Congo alors que vous ne connaissez pas cette histoire. S'il vous plaît, vous êtes incapable de reconnaître que l'un s'est pas tué. Police de débat. C'est moi qui ai la parole, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, vous allez y revenir et on entame déjà notre deuxième sujet parce que apparemment il faut qu'on évolue. On parle donc de notre deuxième sujet qui est la réaction du président zambien par rapport à la gestion donc de farine de maïs. Ce dernier a pris la parole pour donc clarifier la position zambienne qui est celle de dire voilà, c'est pour la toute première fois, il a reconnu que la République démocratique du Congo est venue de manière officielle avec une délégation gouvernementale négocier avec le gouvernement zambien pour payer la farine de maïs ou le maïs. Je commence avec vous, Aaron Boukassa. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore lieu de dire qu'il y a une main noire qui bloquerait, qui ferait en sorte que la Zambie n'achemine pas de la farine en RDC? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore lieu de revenir sur ce genre de débat alors que le gouvernement zambien vient de parler de la toute première fois que l'État congolais va officiellement négocier? Donc tous ces temps, c'était un peu de la farine, du poudre aux yeux. C'est un échappatoire du président zambien parce que de tous ces temps, la RDC, bien sûr, officiellement, n'avait jamais demandé
de la farine en Zambie, mais par contre, ce sont nos commerçants, nos grands et petits commerçants qui partaient en Zambie pour chercher de la farine. De manière informelle. Voilà, et venir vendre aux Congolais, donc aux Katangais, s'il faudrait qu'on en parle comme ça. Donc ce n'était pas question d'une demande quelconque, d'une demande officielle, mais c'est ce qu'on appelle commerce. C'est-à-dire, les commerçants vont chercher et puis ils viennent revendre ça ici. Alors, mais il est arrivé à un certain moment. Il est arrivé à un certain moment. Il y a une main noire. Il est arrivé à un certain moment où les instructions ont été données à ces vendeurs de farine de ne plus vendre aux commerçants congolais. Et de ne plus même laisser la farine zambienne traverser la République du Congo. Ça, ce sont les instructions claires et nettes qui ont été données par le gouvernement zambien aux commerçants zambiens. Et ces gens et nos commerçants congolais, bien sûr, étaient en difficulté d'aller se procurer cette farine en Zambie. Là, c'était des instructions. Il n'était pas question d'une demande officielle ou non. De tous ces temps, il n'y avait pas question de cette histoire-là. Mais connaissant que nous étions vraiment dans le besoin, il y a eu des démarches qui ont été menées par le gouverneur de la province en Zambie, les émissaires du gouvernement sont allés en Zambie. Le gouverneur il ne rencontrait pas les officiels zambiens. Écoutez, vous pouvez comprendre par là. Pas question de les rencontrer en ce qui concerne le commerce, parce que là il s'agit de commerce. C'est un commerçant qui sort avec son argent, qui peut acheter autant de sacs, autant de tonnes qu'il veut. Mais lorsque les instructions ont été données, cette fois-là, il fallait qu'il y ait une intervention du haut sommet. Raison pour laquelle vous avez vu une délégation du gouvernement pilotée par la boussole, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Ils sont allés en Zambie, cette fois-là, pour rencontrer d'une manière officielle le gouvernement zambien pour leur dire pourquoi vous avez donné des instructions à vos commerçants de ne plus vendre la farine à nos commerçants congolais. Et ça ne s'est pas arrêté là, même au niveau même de la province. Il y avait certains dépôts, certains commerçants qui avaient de la farine, mais qui refusaient de vendre aux Congolais, qui refusaient de vendre aux Katangais. Donc ce sont ces gens-là, les ennemis de la République, qui ont comploté contre la République, enfin de créer une crise qui n'avait pas lieu d'être. Vous comprenez. Donc, pour tout ça, pourquoi? Parce que il y a peut-être un sujet zambien qui a parlé à son pays, non, de ne plus vendre de la farine au Congo. Et c'est ce qui nous a créé tous ces problèmes. Mais en fin de compte, parce qu'il y avait une urgence et que le peuple congolais voulait manger du foufou, il fallait qu'il y ait de la farine ici. Il fallait trouver cette solution. Et le gouvernement s'est déplacé. Ça, c'est une solution urgente. Mais nous-mêmes, avec la politique actuelle du ministre de l'économie, j'espère que nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge, comme l'avait dit M. Laurent Désiré Kabila. Et nous-mêmes, nous allons produire cette farine ici. Et bien sûr, comme l'avait dit M. Laurent Désiré Kabila, après avoir été piégé, après s'être rattrapé de ses aventures avec les Rwandais. Donc, c'est de cette façon-là qu'à moyen et à long terme, nous allons développer cette production afin d'avoir cette autosuffisance en République démocratique. Très rapidement, votre point de vue par rapport à cette mise au point de farine de maïs, mais aussi il a parlé du fonctionnement de la douane qui pose problème. Ici, chez nous, on ferme la douane alors que cela devrait fonctionner 24 heures sur 24. Très rapidement. Oui, en tant que compatriote, je ne suis pas, ou en tant que Congolais, nationaliste, patriote, je ne suis pas d'accord avec les propos du président zambien. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, puisque ce sont des propos qui vont dans le sens un peu de nous mépriser, même si c'est quand même vrai que nous peinons, nous avons du mal à nous imposer. Et je suis quand même heureux que de savoir que dans le collectif politique congolais, même dans la nouvelle génération politique, j'ai l'impression que M. Aron n'est pas si vieux que ça. Je suis quand même heureux de comprendre que Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé une sémence de l'auto-prise en charge, puisque c'était aussi l'un de ses leitmotifs, puisque c'est grâce à l'auto-prise en charge que nous aurons la capacité de ne jamais trahir le Congo. Et je ne suis pas quand même d'accord avec nos amis... Dans 30 secondes. Oui, je ne suis pas d'accord avec nos amis qui parlent de la main noire ou qui parlent d'un sujet zambien, alors qu'ils ont été les premiers à parler d'une diplomatie agissante sous Félix Tshisekedi. Comment expliquer qu'une diplomatie, la diplomatie d'un État, peut être agissante,
mais que l'influence de la RDC soit plus faible que l'influence d'un individu, qu'il soit congolais, qu'il soit zambien envers la Zambie. Ça veut tout simplement dire aussi que la République démocratique du Congo a une diplomatie faible. Si la diplomatie d'un État peut avoir moins d'impact que les influences d'un individu ou d'un commerçant, ça veut tout simplement dire que la diplomatie d'un État est faible. Mais je reconnais quand même ici à Lubumbashi que ça fait 3 ans que j'ai mangé la farine qui a été produite par la population louchoise ou au katangaise. C'est quand même aussi une manière de reconnaître le leadership du gouverneur Jacques Kaboula. Je reconnais quand même. Je reconnais quand même. Parce que la diplomatie a je reconnais puisqu'on parle de la farine, cette politique agricole qui devrait être dupliquée sur toute l'étendue du territoire. Parce que ce que le Haut-Katanga a été capable de produire en 3 ans, les autres provinces peuvent aussi le produire. Et nous n'aurons plus besoin d'aller en Zambie pour le faire. On a encore 5 ans, nous allons le faire. Mais sinon, nous retenons qu'il ne faut jamais trahir le Congo et appliquons l'autoprise en charge. Vous allez manger à votre faim. Nous allons nourrir les peuples congolais. Passer dans Politique à la carte ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Merci de m'avoir rappelé que Mouzé nous a libérés non seulement de la dictature, mais aussi de la famine à travers l'autoprise en charge. C'est déjà compris. Merci à vous, Aaron Boukassa, d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les vrais compatriotes congolais qui nous ont suivis. Je remercie également mon co-débatteur. Merci au peuple congolais parce que maintenant nous connaissons très bien l'histoire de notre pays. Nous pouvons. Vous ne la connaissez pas. De nouvelles bases. Vous ne la connaissez pas. Je vais vous faire inscrire à la faculté. Je vais vous aider à vous inscrire à la faculté d'histoire. La date du 17 mai. Vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Comme la date de l'entrée de Mouzé. Vous avez beaucoup de lacunes. En histoire congolaise, vous avez beaucoup de lacunes. Vous avez beaucoup de lacunes. Parce que Mouzé n'est pas reconnu comme étant, et l'ASDR n'est pas reconnu comme un mouvement libérateur. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça l'histoire. Arrêtez ça. Tout a été changé. Vous avez beaucoup de lacunes. Nous allons vous aider. Bravo au Congo, bravo aux Congolais. C'est la République démocratique. Vous avez beaucoup de lacunes. Nous allons vous aider. Vous avez des lacunes. Vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Mais je suis désolé. Je vous fixe rendez-vous le dimanche prochain. Nous allons vous inscrire à l'université pour apprendre l'histoire du pays. Je vais vous donner de la matière. D'actualité. Une matière que vous avez eue dans la rue. Politique à la carte. L'histoire de la République. Une matière de la rue.